façon que nous concevons notre rapport au changement. Face aux crises de notre temps, crise écologique, crise économique, crise numérique, mais aussi crise personnelle, existentielle, professionnelle, il ne s'agit plus de rompre radicalement avec la trame du temps, mais d'infléchir des trajectoires. Reste à concevoir les nouvelles formes d'intelligence susceptibles d'anticiper, d'organiser, d'appréhender ces métamorphoses nouvelles qui se présentent de manière nouvelle. Comment penser à l'échelle individuelle et à l'échelle collective les transitions qui nous traversent. À l'occasion de la sortie du nouveau livre de mon camarade Pascal Chabot, L'âge des transitions, et du dernier numéro de Philosophie Magazine, qui malheureusement n'est pas disponible ici, mais vous pourrez trouver chez tous vos bons libraires, et qui est intitulé « Pense-t-on mieux seul ou à plusieurs ?» Nous avons imaginé de faire monter une petite discussion entre nous deux sur ce mode, mais aussi de vous donner la parole, donc nous essaierons d'être un peu disciplinés, de sorte à pouvoir vous laisser la parole un bon quart d'heure à la fin de cette discussion. Alors, exercice de discussion à nous deux, qui m'amuse beaucoup, puisque, pour tout vous dire, donc je suis Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, je suis aujourd'hui à Paris, mais nous avons fait, Pascal Chabot et moi, nos études ensemble, plus ou moins ensemble, je dois dire, parce que Pascal faisait à la fois un cursus en Belgique et en France, était surtout en France pour ses études, mais pas que, je crois, il allait voir des copines, des copains, etc. à Paris, et donc il revenait régulièrement vers le mois de mai sonner chez moi pour me demander les cours que j'avais retranscrits et notés, et il réussissait brillamment parce qu'il avait des très bonnes notes grâce à moi. Aujourd'hui, je dois dire que le rapport s'est un peu inversé, c'est-à-dire que c'est moi qui, pour concevoir les numéros de Philosophie Magazine, vais chercher dans ces livres de quoi construire et élaborer des numéros de Philosophie Magazine. Donc, on a un peu rétabli l'équilibre, si je puis dire. Donc, quelques mots de l'itinéraire de Pascal, qui est donc aujourd'hui à l'Institut des hautes études en communication, c'est ça, à Bruxelles, si je ne m'abuse, et qui a fait une thèse sur la philosophie de Simondon. Il y a un film aussi à cet auteur encore méconnu, auteur des technologies, un des premiers à avoir pensé la technique de manière un petit peu positive, auteur de plusieurs essais aussi grand public, Après le progrès, les 7 stades de la philosophie, et cet essai qui a marqué Global Burnout, et qui touchait, qui donnait un nom à une sorte de pathologie à la fois individuelle et collective, le burnout. Et puis de ce dernier essai, donc L'âge des transitions, sur lequel, Pascal, je vais t'interroger un peu, et puis on réfléchira aussi, moi ce qui m'intéresse tout particulièrement on a réfléchi à ça dans Philosophie Magazine récemment, c'est comment aborder, comment penser ces transitions. Il ne s'agit pas uniquement de nommer le fait que nous ne vivons plus à l'âge des révolutions, mais à l'âge des transitions, je trouve ça très très juste, le mot dit quelque chose de notre temps, mais comment appréhender ces transitions? Est-ce que ça nous traverse? Est-ce qu'on peut vraiment les appréhender, les anticiper? Voilà des choses sur lesquelles j'aimerais t'entendre. Tu écris « C'est dans le deuil de la révolution que fermentent les pensées de la transition. Elles prennent acte de l'impossibilité de ce que fut longtemps le modèle de tout changement, sans pour autant renoncer au désir de transformation. » Alors voilà, avant de nommer et de cerner peut-être quelques-unes des grandes transitions de notre temps, quelle est cette notion de transition qui t'a semblé importante pour saisir notre nouveau rapport au changement et au temps? Merci beaucoup de la question et puis de l'évocation de ces bons souvenirs du moment où on pensait à plusieurs, toujours en étudiant. Bonne transition. Exact. Les seuls outils du philosophe sont les mots. Les mots peuvent être des mots assez ouverts, ou alors des mots qu'on essaye de préciser toujours davantage par la pensée. Et le mot transition est de cela. C'est un mot qui est d'abord très général, transire, c'est aller au-delà. Et des transitions, il y en a de toutes sortes. Il y en a en rhétorique, il y en a dans la musique. Et puis alors, je pense qu'il faut chercher par la philosophie à comprendre comment, je dirais presque durcir un petit peu le concept pour dire quelque chose de notre rapport contemporain au changement. Parce que ce qui est frappant, c'est que changer est le grand mantra de l'époque. Dans toute organisation, dans toute entreprise, chaque matin, on dit tiens, mais on change, on va changer ceci, il faut s'adapter au changement, il faut que le changement soit la motivation première.
tant et si bien que quelqu'un qui refuserait le changement apparaîtrait comme fâcheusement immobiliste. Mais tous ces changements-là sont souvent des changements imposés. Ce sont des changements qui viennent de l'extérieur ou d'en haut, ce sont des changements subis. Et il me semble que ce qui est intéressant dans les initiatives de transition et les transitions au sens large, c'est qu'il y a un type de lien entre le désir et le changement qui se construit, au sens où on peut dire que la transition est le changement désiré, c'est-à-dire c'est un rapport au changement que l'on ne veut pas voir imposé seulement, mais que l'on veut voir construit en résonance avec ce qui existentiellement est important. Et ce rapport à la transition, j'essaie de le construire en m'inspirant des initiatives de transition, par exemple, qui sont, elles, très liées à l'environnement. Quelqu'un qui est Hopkins, par exemple, qui écrit le manuel de transition, est extrêmement important pour ces mouvements-là. Et il explique que c'est dans la conscience de notre rapport extrêmement prédateur à l'environnement, mais aussi dans la crainte du pic pétrolier, qui est une crainte à relativiser aujourd'hui. Mais enfin, le rapport aux hydrocarbures reste un rapport souverain qu'il faut dépasser. Donc, il développe alors les initiatives de transition qui sont finalement assez locales et très technophobes finalement. Et ce qui est intéressant dans la transition, c'est qu'on a aussi des mouvements beaucoup plus technophiles. La transition énergétique, par exemple, suppose un autre rapport avec des dispositifs capables de produire de l'énergie, mais qui sont, eux, des dispositifs très high-tech. Donc, c'est pour dire qu'il y a une nébuleuse, et dans cette nébuleuse, il s'agit de construire un concept. Alors tu as une notion un peu obscure et en même temps énigmatique dans ce livre, c'est l'idée que les transitions sont des phénomènes qui nous dépassent, des phénomènes de transition économique, transition écologique, transition démographique, et que donc pour les comprendre, pour ne pas être tétanisé devant ces changements qui sont quand même des changements à l'échelle de l'humanité quasiment, il faut ouvrir ce que tu appelles les boîtes noires de la transition. Alors c'est quoi cette idée d'une boîte noire de la transition ? C'est essayer d'être aussi intelligent que le phénomène pour pouvoir au moins l'appréhender intellectuellement ? Oui. D'abord le concept de boîte noire, qui est un concept de la cybernétique, black box, a été travaillé par Gilbert Simondon. Il faut parler de ce grand philosophe français, écrivait dans les années 50, 60, du mode d'existence des objets techniques, est un très grand livre. C'est le livre fondateur de la philosophie de la technique en France. Et Simondon était de ceux-là qui, d'abord, ouvrait physiquement le capot de sa voiture pour essayer de comprendre le fonctionnement d'un moteur, d'un carburateur, et il disait qu'il y avait une tâche philosophique à appréhender par la connaissance, par l'intelligence, ce qui est l'autre radical, qui est l'objet technique. Et c'est une première manière d'ouvrir les boîtes noires, et je crois que plus que jamais, nous avons besoin, par l'information, par la connaissance, par l'éducation, de savoir ce qui se passe dans tous les dispositifs que nous utilisons. Techniquement, c'est de moins en moins possible. Plus personne n'ouvre un téléphone portable. Ouvrir un téléphone portable, c'est le casser. Mais ce fait pratique montre que les boîtes noires sont de plus en plus difficiles à ouvrir, mais qu'il est donc d'autant plus urgent de se renseigner mieux, de connaître mieux ce qui se passe dans notre rapport à la technologie et dans notre rapport à l'énergie aussi, par exemple. Je suis frappé de voir combien l'énergie est invisible, combien elle est refoulée par nos sociétés. Nos centrales sont toujours loin des villes. Le pétrole qu'on met dans notre voiture, on ne sait pas si c'est un pétrole qui vient d'Irak et qui aurait alors déclenché une guerre, qui vient de Russie et aurait, enfin aussi du gaz qui vient de Russie et aurait suscité l'emprisonnement de démocrates. Bref, il y a quelque chose de l'ordre de l'invisibilité de l'énergie. Elle est clairement enfermée dans une boîte noire
peut-être comme naguère les esclaves qui apportaient à Rome, qui apportaient à la Grèce l'énergie aussi, étaient enfermés dans les soutes étrières et qu'on ne les considérait pas, on les refoulait. Et pourtant, ouvrir la boîte noire, voir ce qui se passe, voir le rapport esclavagiste que l'on a à l'énergie aussi aujourd'hui, c'est la première démarche de la transition pour se rendre compte, pour voir quel est le coût de notre civilisation, pour voir aussi que notre civilisation est basée sur un miracle, n'ayons pas peur des mots, une thaumaturgie, ces hydrocarbures qui sont l'énergie grâce auquel on fait aller à 130 km à l'heure une voiture d'une tonne presque sur l'autoroute. Bon, c'est de l'ordre du miracle et nous sommes les habitués du miracle. Nous sommes les familiers de la thaumaturgie. Et je pense que la première démarche intellectuelle de transition, c'est ouvrir cette boîte noire pour comprendre, pour prendre la mesure de ce type de miracle qui est un miracle technoscientifique et technocapitaliste sur lequel est basée notre civilisation, pour essayer de voir quel est son prix. Alors, prenons un exemple de cette transition, et la transition la plus inquiétante qui est au-dessus de nos thèses actuellement et que vous abordez, l'écologie, le problème écologique du réchauffement climatique et des sources d'énergie. Qu'est-ce que l'appréhension en termes de transition permet, je dirais, d'appréhender et de comprendre? À mon sens, elle permet de comprendre d'abord l'implication de l'humain dans le changement négatif qui se produit. Et ça, c'est une nouveauté. Il y a encore 10 ans, l'administration Bush disait, vous savez, le changement climatique n'est pas d'origine humaine. Donc la première chose, c'est prendre acte que c'est l'humain qui modifie le climat. On parle d'anthropocène, qui est un néologisme formé sur les autres grandes aires géologiques, pour dire qu'on entre dans une ère géologique. Je disais qu'il ne dépend pas de nous, mais effectivement on est dans le rapport à la géologie, mais ère géologique qui est suscitée par l'action humaine. Donc premièrement, il faut repérer cette causalité humaine, ce qui permet aussi de se dire qu'il y a moyen d'inverser la causalité. En tout cas, il y a moyen, il doit être possible par la mise en place d'autres types de production d'énergie notamment, d'autres types de consommation, d'inverser la tendance. La question des transitions est une question de mentalité aussi. La mentalité, c'est ce qui est au cœur d'un individu. Et je trouve que la mentalité est quelque chose que la philosophie travaille relativement peu. On parle de la volonté, on parle de l'intelligence, on parle assez peu de la mentalité. Or, quand on pense à nos proches, on pense aux gens à qui on travaille, par exemple, on se dit, ce qui me touche le plus chez l'autre, ce avec quoi je suis le plus en contact, finalement, c'est sa mentalité, c'est-à-dire son rapport au respect, par exemple, son rapport à l'autre, son rapport à la reconnaissance. Et il y a dans les transitions une question de mentalité, c'est-à-dire une question d'inscription de soi-même dans ce réseau qui est le réseau humain, bien sûr, mais aussi transhumain, réseau avec la Terre. Finalement, dans la transition, une autre manière de le dire, une autre manière d'essayer de construire le concept, je crois que dans la transition, il y va de notre rapport au progrès, qui est un rapport qui doit être réinventé. Nous vivons dans le deuil du progrès, le deuil du progrès et même le radical outrage à l'humain qu'a été le progrès tel qu'on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, le progrès avec un grand P s'est avéré impossible à penser, mais cependant, nous vivons de progrès. Tous, nous ne voulons qu'une chose, c'est continuer à prograder, marcher en avant. Et je crois que il est intéressant d'opposer, pour trouver une synergie, un type de progrès qui est un progrès que j'appelle utile, qui est le progrès du technocapitalisme, et qui est le progrès qui drive vraiment nos civilisations, et de manière exponentielle. Pourquoi? Parce que tout ce qui a déjà été inventé
techniquement, scientifiquement, est comme une sorte de capital toujours plus important, qui produit donc des intérêts toujours plus importants. Le rapport à la technique et à la science, il est fabuleux parce que nous ne devons pas réinventer ce que nous avons déjà inventé. Pour perfectionner un ordinateur, il ne faut pas repartir à zéro. Nous avons un capital de plus en plus important. Et c'est pourquoi les choses vont sans doute aller toujours plus rapidement. On parle de décollage et c'est vrai. Mais ce n'est pas notre seul rapport au progrès. Bien entendu, l'enseignant, le médecin pense autrement le progrès. C'est un progrès que j'appelle subtil, subtela, ce qui est en dessous de la toile, subtela, en dessous de la toile. Il y a les trames, il y a les relations humaines, il y a ce qui compte vraiment, ce qui importe. Et là-dedans aussi, il y a un rapport au progrès à inventer. Et je crois que la transition, en termes de mentalité, veut mettre au centre de l'existence ce terme de progrès subtil ou de progrès humain. Et justement, sur la question de la culture, du rapport à la culture et de la technique, il me semble que si on reste 2 minutes sur la question écologique, il y a une sorte d'alternative qui est en train de se présenter. Vous avez parlé de l'idée d'anthropocène. Pour expliquer ou pour rester sur ce concept, c'est tout de même l'idée qu'il n'y a plus l'homme face à la nature, à une nature qui va toute seule. Il y a une nature, des cycles naturels qui sont aujourd'hui pétris, traversés par de la technique, par de l'humain, par les produits, les effets de la technique humaine. Et que donc, il n'y a plus l'homme face à une technique, mais il y a une anthropocène, c'est-à-dire un maillage des deux, une sorte d'hybridation de la nature et de l'homme, et que ce sont des processus où la technique et la nature sont mélangées. Donc il n'y a plus la nature qui fait face à l'homme. Alors, est-ce que face à cela, il me semble qu'aujourd'hui, par rapport à la technique et l'écologie, il y a 2 voies, et j'aimerais bien savoir où vous vous situez par rapport à ces 2 voies. Il y a une voie qui, peut-être, en s'inspirant de Simondon, de l'idée que la technique n'est pas extérieure, mais qu'elle est un mélange d'humanité et d'artefacts, qui considère qu'il faut aller jusqu'au bout du processus. Maintenant que nous avons incorporé la nature, eh bien, il n'y a pas le choix, il faut aller jusqu'au bout, et s'il faut, pourquoi pas, inverser l'axe de la Terre, faire de la bioengineer, donc s'approprier entièrement la nature, aller jusqu'au bout du progrès. Et que c'est par davantage de technologie que nous allons résoudre le problème écologique. Et puis il y a une deuxième voie, et j'ai l'impression que tu es un peu hésitant, c'est-à-dire que dans l'essai, donc c'est pour ça que je voudrais intervenir, la deuxième voie, c'est l'idée qu'au contraire, nous avons engagé des processus, oui, qui sont des hybridations, mais qu'il faut plutôt faire l'objet d'une prudence et créer des parcs naturels, créer des forêts à l'abri de l'humanité, préserver. C'est plutôt la voie que dégage aujourd'hui quelqu'un comme Bruno Latour qui dit nous avons engagé des processus tellement énormes et qui nous dépassent que la seule chose que nous pouvons faire, c'est avoir un acte de retrait et de prudence. Comment est-ce que tu te situes entre ces 2 voies? Oui, c'est une toute bonne question à laquelle j'avoue que je ne peux pas répondre de manière tout à fait franche. Je garde une certaine ambiguïté parce que je pense que l'ambiguïté est constitutive de notre rapport au monde contemporain extrêmement complexe. C'est vrai que, en tout cas, je ne me situe pas dans une mentalité assez technophobe qui a nourri l'écologie longtemps, parce que je trouve que cette technophobie, au nom d'un facile humanisme, est injuste par rapport à la grandeur humaine, une grandeur qui passe par la science, grandeur qui passe par la technique, fondamentalement. Comme tu le dis bien, il n'y a plus de nature avec un grand N qui serait l'autre de l'humain. Nous savons que le blé, les chiens, etc., le climat. Le climat, tout ça est modifié par l'humain. Alors, aller jusqu'au bout du progrès pour finalement avoir et retrouver une nature qui soit viable, je pense que c'est de l'ordre du fantasme. On voit effectivement de plus en plus de bioingénierie, on voit certaines personnes qui disent mais techniquement nous avons les moyens de modifier le climat. Il faut surtout voir à qui cela profite. C'est toujours une question économique. Je crois que dire que nous avons les moyens de remodifier le climat grâce à une ingénierie plus sophistiquée, profite économiquement à des firmes qui se disent tiens mais nous allons jouer les apprentis sorciers par ce biais-là. Il me semble que là, les pensées de la décroissance énergétique sont des pensées intéressantes et des pensées de bon sens. La meilleure
politique énergétique, celle qui vise à consommer moins et pas à consommer tout à fait autrement. Donc là, je serais plus sceptique. Mais d'un autre côté, avoir un rapport de décroissance radicale, c'est quelque chose que je pense absolument impossible. Nous sommes 7 milliards, 8 milliards d'individus sur la planète, et je ne sais pas de quel droit on dirait, mais voilà, maintenant nous imposons ça et là la décroissance. La décroissance est quelque chose qui peut aussi être vécu négativement. Je ne pense pas qu'il y ait moyen, par exemple, d'apprendre à quelqu'un de 15 ans, de 16 ans, de 20 ans, qui est justement biologiquement en pleine croissance et intellectuellement en pleine croissance aussi, qu'en réalité il s'agit de décroître. Non, il faut voir ce que nous voulons faire croître, et ce que nous voulons faire croître doit être du domaine des bonnes mentalités, des bonnes pratiques aussi. Donc il y a une sorte de, pas d'optimisme, mais peut-être de, Stiegler disait, de combativité, et je crois qu'il y a dans la transition quelque chose qui est une combativité juste, en disant il y a des choses à faire croître. Alors, une petite question, je dirais, sceptique. Les deux autres exemples qui sont passionnants que vous donnez de transition de notre temps, c'est la transition démographique, où on apprend plein de choses, et notamment, j'étais lire du coup les auteurs que vous mentionnez, parce que c'est aussi, que tu mentionnes, parce que c'est aussi un des bénéfices, je trouve, souvent de tes livres, c'est qu'on en sort avec l'envie d'en lire d'autres. Et ce que j'ai appris, c'est tout de même que cette transition démographique, on nous disait l'humanité à 10 milliards, à 12 milliards, ça ne va pas être possible, etc. En réalité, elle est en cours, elle s'est faite, mais presque malgré nous. C'est-à-dire que c'est à force d'éducation, ce n'est pas les Chinois avec leur méthode totalitaire qui ont réglé le problème, c'est le fait que la natalité, on voit qu'elle décroît quand les gens deviennent éduqués, et donc ce sont des facteurs que l'on croit exogènes, je dirais, à la question démographique, à l'explosion de la population au XXe siècle. On est en train d'atterrir, comme ils disent, grâce à des facteurs qui sont exogènes à cette transition. Et le deuxième exemple que tu donnes, c'est la transition démocratique. Il me semble également que aucune transition démocratique n'a été anticipée. C'est-à-dire le concept de transition démocratique, on l'a vu en Europe de l'Est, c'est des ruptures qui sont advenues, qu'on n'a pas anticipées, et après on a dit oui, il faut accompagner ça, la transition. Et donc la question un peu sceptique que je voulais te formuler, c'était est-ce que finalement la transition n'est pas le nom que l'on donne après à la forme classique de l'histoire, qui est l'événement, la transformation, qui nous échappe, et après on dit oui, la transition démocratique a eu lieu. Mais ni l'une ni l'autre, d'après si je te lis bien, nous ne les avons anticipées ni organisées. Ou elles ont eu lieu par d'autres biais. La transition démographique, manifestement, d'après les auteurs que tu cites, elle s'est produite par d'autres facteurs que le facteur démographique en tant que tel, ou que le contrôle des naissances. Oui, la vie est toujours plus riche que toutes les théories, elle est toujours plus surprenante, puissante et plus belle aussi que toutes les théories qui effectivement ne viennent qu'après coup, et elles essayent d'être dans la résonance la plus juste avec ce qui se passe. Mais il y a quelque chose, heureusement, absolument inanticipable dans l'existence, et surtout dans les processus comme cela, et ce serait une supercherie de se dire mais voilà le concept, l'expérience viendra s'y conformer. La philosophie n'est jamais programmatique, elle n'est jamais un programme, mais elle peut chercher à dessiner des orientations. Et par rapport à la transition démocratique dont tu parles, il y a un courant américain qui est, à mon sens, relativement peu connu. En tout cas, en travaillant là-dessus, j'ai été frappé par à la fois son importance théorique et le fait qu'on en parlait assez peu. C'est un courant dans les années 60, Transitology. Donc, des chercheurs en sciences politiques, Schmitter, O'Donnell, font des séminaires, et ils se disent il faut penser la transition entre un régime dictatorial et un régime démocratique. Et ils sont intéressants parce qu'ils disent nous faisons la théorie de l'inthéorisable. Nous faisons la théorie du basculement. Ce que nous savons, c'est qu'il y a un État à quitter, il y a un type d'État démocratique à construire. Entre les deux, comment cela va basculer? Qui seront les acteurs? On est dans le flou. On est vraiment dans le flou, et heureusement qu'on est dans le flou, on ne peut pas le programmer. Mais on peut se dire qu'il y a des freins et il y a des leviers à ce basculement.
Ce livre, qui était The Little Green Book, a influencé beaucoup de monde. Mandela le lisait, par exemple. Et c'est en mettant l'accent sur la possibilité du basculement qu'ils le font tout de même exister, mais sans savoir dire programmatiquement cela doit être comme cela. Alors, 30 ans plus tard, il y a des chercheurs américains qui ont repris la question de la transition démocratique, et cela montre aussi l'évolution des mentalités, notamment universitaires. Alors là, ce n'était plus quelques chercheurs dans les séminaires universitaires, c'était une trentaine de chercheurs à travers le monde, chacun avait son protocole de recherche, chacun avait une transition démocratique à étudier, avec une grille de lecture de cette transition démocratique qui la Pologne, qui la Tunisie, qui le Chili. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une des conclusions de l'ouvrage, c'est de montrer que le poids du lobby énergétique et donc le poids des ressources énergétiques dans le pays était absolument déterminant pour comprendre si la transition se ferait ou ne se ferait pas. C'est une des conclusions de l'ouvrage, ce qui veut aussi dire que ces transitions sont liées. La transition énergétique, elle a des impacts politiques, elle a des impacts démographiques aussi. Oui, les transitions